Comment argumenter à partir de la lettre d'un texte? Essentiellement de deux façons, soit selon le sens du texte, soit selon la forme du texte. Premièrement, selon le sens du texte. On va alors proposer une interprétation des mots qui sont contenus dans le texte. Par exemple, pour appliquer l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 qui concerne les accidents de la circulation, on peut se demander ce que signifie l'expression « véhicule terrestre à moteur ». Est-ce que cette expression inclut par exemple un tracteur qu'un agriculteur utiliserait dans son champ, ou bien est-ce qu'on peut également appliquer cette expression à un fauteuil roulant électrique qui serait utilisé par une personne handicapée? Pour répondre à ces questions, il faut fixer le sens de l'expression, ce qui revient en réalité à proposer une définition. Il s'agit alors d'argumenter à partir du sens littéral, c'est-à-dire du sens de la lettre. Deuxièmement, la lettre peut encore servir d'argument du point de vue de sa forme. En effet, si l'on veut respecter le texte, il ne faut rien ajouter au texte et il ne faut rien retrancher au texte. Il ne faut rien ajouter au texte. C'est l'adage, là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas non plus distinguer. En général, on le trouve également en latin dans les ouvrages, ubilex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Par exemple, si un texte dit que tout indivisaire peut prendre des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si ces mesures ne présentent pas un caractère d'urgence, alors l'indivisaire peut prendre la mesure, même s'il est minoritaire, voire très minoritaire, avec simplement une quote-part de 1% de la masse indivise. En effet, si le législateur avait voulu instituer une règle de majorité, il aurait ajouté à la loi une condition supplémentaire. Or, ici, la lettre du texte exige seulement la qualité d'indivisaire et rien d'autre, nous ne devons pas distinguer. Mais il ne faut rien retrancher non plus à la lettre du texte. On appelle cela l'effet utile, car l'interprétation d'un texte ne doit pas le priver d'effet. On parle encore d'argument économique, non pas au sens de l'analyse économique du droit, mais au sens où le texte ne doit pas être mis de côté et donc sans application. On retrouve cet argument dans l'interprétation des contrats. Si une clause est susceptible de deux sens, on doit choisir le sens qui lui fait produire un effet. Ainsi, l'interprétation ne doit pas rendre redondant ou inutile des clauses ou des paragraphes entiers d'un contrat ou d'un traité. Par exemple, si une directive européenne autorise seulement deux types d'impôts pour une boisson alcoolisée, la directive ne doit pas être interprétée comme autorisant l'ajout d'un troisième impôt qui rendrait inutile la restriction aux deux premières formes d'impôt. C'est bien une application de l'effet utile. Le point important à retenir est que les deux arguments, selon le sens et selon la forme, sont cumulatifs. Si l'on veut respecter la lettre d'un texte, il faut à la fois respecter son sens et respecter sa forme. Mais comme toujours, il y a une subtilité. En effet, le sens d'un texte peut être plus ou moins large, et certaines matières imposent de choisir le sens strict du texte, et c'est notamment le cas en droit pénal. Ainsi, le Code pénal énonce que la loi pénale est d'interprétation stricte. Mais alors, quelle différence entre une interprétation stricte, une interprétation restrictive, voire une interprétation large? Prenons un exemple pour bien comprendre cette difficulté. Dans un arrêt important d'assemblée plénière du 29 juin 2001, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si l'on pouvait poursuivre pour homicide involontaire le conducteur d'un véhicule ayant provoqué un accident de la circulation dans lequel un fœtus était mort. La conductrice de l'autre véhicule n'était pas morte. En revanche, elle était enceinte et l'accident a conduit à la perte de son enfant à naître. Mais alors, que disait le texte d'incrimination? Il disait la chose suivante. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Le problème résidait
dans le sens à donner à l'expression « la mort d'autrui ». Est-ce que cette expression visait toute personne physique, y compris les enfants à naître, ou bien est-ce que le texte s'appliquait seulement aux personnes déjà nées? Selon un argument fondé sur la forme littérale, on pouvait faire remarquer que là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas non plus distinguer. Or, le texte ne distingue pas entre ces deux hypothèses, donc pourquoi distinguer? Cependant, l'interprétation stricte porte aussi sur le sens du texte et non seulement sur sa forme. Mais alors, que veut dire autrui? Quelle définition doit-on en donner? On a deux possibilités. Selon la première possibilité, on va choisir le sens ordinaire. Autrui, c'est, selon le dictionnaire, un autre. Aussi, le fœtus peut mourir indépendamment de la mère, c'est bien qu'il est un autre. Il est indépendant de la mère. On pourrait, dans cette interprétation, poursuivre l'auteur de l'accident pour homicide involontaire. En revanche, selon le sens restrictif, on peut considérer que autrui vise seulement les personnes au sens juridique du terme, c'est-à-dire celles qui sont nées viables et qui ont la personnalité juridique. Ainsi, en l'espèce, le fœtus n'étant pas né, il n'y avait pas d'homicide involontaire. On voit déjà ici la différence entre le sens strict, qu'on peut appeler également sens grammatical ou sens ordinaire, et le sens restrictif, qui réduit au maximum le champ d'application du texte. Inversement, le sens large serait celui qui appliquerait le texte aux animaux et non seulement aux êtres humains, et donc qui étendrait le champ d'application du texte. Dans l'arrêt que nous avons cité, la Cour de cassation a choisi l'interprétation la plus restrictive, en refusant l'incrimination. Elle a donc plutôt choisi un sens restrictif plutôt qu'un sens strict. En effet, le sens restrictif suppose de distinguer entre personne née et personne à naître, ce que pourtant la lettre du texte n'impose pas. En effet, nous avons vu que là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas non plus distinguer, et si le législateur avait voulu limiter l'incrimination aux personnes, il aurait choisi le mot de personne et non pas le mot plus large qui est le mot autrui. On voit donc que contrairement aux apparences, l'interprétation de la lettre d'un texte est très loin d'être évidente. En effet, pour restituer une complexité supplémentaire, on pourrait encore ajouter que le terme autrui pourrait ne pas s'appliquer au fœtus parce que le fœtus, précisément, ne se différencie pas de la femme enceinte. Alors, que faut-il retenir? Trois choses. Premièrement, que respecter la lettre d'un texte, c'est respecter son sens. Et celui-ci peut être restrictif, strict ou large. Deuxièmement, que respecter la lettre, c'est aussi respecter sa forme. Celle-ci s'incarne dans la formulation même du texte. On ne doit ajouter aucun mot et l'on ne doit pas retirer tout effet au mot. Troisièmement, que les deux arguments peuvent se combiner pour déterminer la solution. Vous voulez en savoir plus? Savoir ce qu'est le sens étroit et la réduction téléologique? Comprendre l'interprétation stricte des exceptions? Savoir si les listes limitatives sont d'interprétation stricte ou même connaître la portée du sens clair? Tout se trouve dans le manuel Argumentation juridique dont les références sont dans la description.